bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce festival. C'est moi qui vous remercie. Angoulême pour l'opération Copperhead. D'abord, toutes nos félicitations pour le prix d'Ossini. Merci, merci. C'est amplement mérité. Vous êtes déjà habitué au prix, ouais. Oui, j'avais eu le prix du Point pour les Chants du J'avais eu le prix de la BD historique. Bon, j'ai un de mes frères qui dit que j'ai plus de prix que de lecteurs, mais maintenant c'est faux parce que l'opération Copperhead a un peu plus de lecteurs. Donc cette fichue opération Copperhead. C'est une opération qui a existé, on a appelé ça des opérations de désinformation, parce qu'il s'agissait de désinformer, de tromper les services d'espionnage allemands. Ça se passait évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale et il fallait que ce soit des Anglais pour avoir des idées pareilles. Donc l'opération Copperhead, c'est le recrutement d'un double, d'un sosie du général en chef des troupes alliées, Montgomery. Et les Anglais ont promené ce sosie loin du véritable débarquement pour faire croire aux Allemands un débarquement par le sud de la France. Et pour recruter ce sosie, on a demandé à deux acteurs qui étaient sous les drapeaux, David Niven et Peter Ustinov, qui ont bercé la jeunesse de petits spectateurs du XXe siècle de la télévision. Voilà, et ce sont les deux héros de mon histoire. Alors, comment l'idée de les mettre en BD est-elle venue ? Oh, je voulais faire une BD sur le cinéma depuis longtemps, ça m'intéressait je tournais autour de trajectoires d'acteurs comme ceux-là. Souvent la Deuxième Guerre mondiale a perturbé les carrières de certains comédiens et les a projetés dans des turbulences de la vie, dans des situations difficiles. Et Niven était un bon client parce qu'il était militaire de formation, il avait quitté l'armée pour devenir acteur. Il avait un certain succès, il commençait à accéder au premier rôle quand il y a eu la déclaration de guerre. Donc en lisant ses mémoires, en lisant son autobiographie, il y avait ce parcours très, très entraînant, très spectaculaire de l'homme David Niven. Et j'ai appris, il mentionne dans son autobiographie, sa rencontre avec Peter Ustinov, qui était un jeune soldat de deuxième classe à ce moment-là, un jeune dramaturge aussi, il écrivait des pièces de théâtre, et ils se rencontrent, ils deviennent amis, c'est une amitié qui va durer toute leur vie, et c'était un duo de bande dessinée, oui, parce qu'ils avaient cette silhouette à la Black et Mortimer, et il fallait leur trouver une bonne histoire d'espionnage à raconter autour de ça. Il y a un tableau. Est-ce que vous avez beaucoup brodé autour de cet élément précis? Quelle est la part de vérité? Il y a cette phrase en exergue. Oui, en exergue. Il mentionnait que dans les pages de l'album, tout n'est pas entièrement vrai, mais tout n'est pas entièrement faux. Et souvent, ce qui paraît le plus loufoque, le moins vrai, et c'est souvent ça qui est vrai en fait. Et il y avait des choses, en faisant mes recherches, je trouvais des choses absolument étonnantes. Et il fallait les rassembler, il fallait broder pour rassembler, pour que tout ça tienne dans un album de BD avec des péripéties, avec du mouvement. Mais cette situation, la participation de Niven, les défaillances du sosie, qui a un goût porté sur la boisson, je ne l'ai pas inventé, son doigt amputé, je ne l'ai pas inventé non plus. Des tas de choses très étonnantes sont venues servir mon propos. Donc vous êtes inspiré des mémoires des uns et des autres, vous avez parlé de Niven, est-ce que Peter Ustinov aussi on a parlé? Oui, ils étaient tous tellement cabotins qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher d'écrire leurs mémoires. Donc, celle de David Niven s'appelle Décrocher la Lune en français. En anglais c'est The Moon's Balloon, la Lune est un ballon tiré d'un vers du poète Cummings. Et lui, Peter Ustinov a écrit une autobiographie qui s'appelle Cher Moi. Voilà, Cher Moi, tout un programme. Et le sosie a également écrit le récit de ses exploits 10 ans après la guerre. Il a été autorisé à raconter cette mission d'espionnage. Je me suis plongé dans des tas d'éléments, de documents historiques, aussi parce que c'est un plaisir de faire cette recherche-là. Il faut pas se laisser... faut pas se laisser piéger, mais c'est une grande joie. À la fois sur les faits en eux-mêmes, mais aussi sur l'ambiance de l'époque. Oui. L'ambiance. Les studios de cinéma. Oui, les studios d'Anam qui ont été détruits. Ah oui, alors ça c'est à mort sur le Nil. Oui. Bette Davis se plaint, et c'est une phrase qu'elle a dite, elle se plaignait que Hollywood maintenant était devenu des lieux d'expédition, il fallait tourner en plein air, et que voilà, c'est
c'était très fatigant pour elle. Parce que Bette Davis apparaît au début de la bande dessinée dans le tournage de Mort sur le Nil, donc des années après la guerre. C'est un tournage qui rassemble justement David Niven et Peter Ustinov. Et il fallait recréer un Londres, mais c'est un Londres un peu fantasmé aussi, un Londres un peu de bande dessinée, un Londres de Black et Mortimer, un Londres qui vient aussi d'une tradition d'illustration anglo-saxonne qui me plaît beaucoup, de l'après-guerre, où il y avait une sorte d'épure, de schématisme comme ça pour représenter l'architecture de Londres qui était une ressource intéressante pour moi. Et dans l'ambiance aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'est le reflet d'un certain cinéma. Je voulais trouver une tonalité qui vienne aussi d'un cinéma dialogué. Il y avait ce qu'on a appelé la comédie sophistiquée de Lubitsch, qui était inspiré d'un théâtre européen, avec beaucoup de dialogues comme ça très rythmé. Et j'ai essayé de retrouver ce rythme-là des dialogues. Effectivement, on retrouve à la fois du théâtre, du cinéma, du musical. Ouais. C'est un mélange qui reflète vraiment l'ambiance de ces années de guerre. Oh, je crois que oui, il y avait dans les témoignages que j'ai trouvés, par exemple, beaucoup de gens évoquaient les services secrets, évoquaient le sens de la blague qu'il y avait chez les services secrets. Ils disaient que, en particulier le sosie, dans ses mémoires, raconte qu'il y avait des plaisanteries, les plaisanteries fusées chez les espions, que c'était des gens avec une imagination loufoque, qui s'inspiraient eux-mêmes du cinéma, qui s'inspiraient des romans, qui étaient pour certains des romanciers frustrés, qui plus tard ont écrit des romans, des scénarios. Et c'est aussi la fin de la guerre où les Alliés sont un petit peu rassurés sur l'issue de la guerre. Il y a une sorte d'optimisme qui gagne un peu l'Angleterre en 43-44. Beaucoup de troupes étrangères sont présentes à Londres en vue du débarquement. On sent que la cocotte est prête à exploser et les heures les plus sombres de la guerre sont derrière à ce moment-là. Peter Ustinov et David Niven avaient vraiment pris leur rôle très très au sérieux. C'est-à-dire qu'ils encadrent cet acteur, ils essayent de le former difficilement. Il n'est pas forcément très doué. Non, c'était un peu l'objet de mon intrigue, que ce soit une sorte de roman de formation, de roman graphique de formation. C'est l'enjeu, ce qu'on appelle l'enjeu dramatique, l'enjeu dramaturgique de mon histoire. C'est est-ce que cet acteur, est-ce que ce sosie, avec l'aide de David Niven et d'Ustinov, est-ce qu'il parviendra à jouer le rôle de sa vie, à jouer le général Montgomery? Et donc voilà, j'imagine des péripéties. Je force un peu le trait sur des petits problèmes existants, mais c'est mon aventure. Alors, c'est une base assez farfelue. Retrouver David Niven et Peter Ustinov sur ce genre d'opération, ça paraît digne du plus grand romancier quelque part. Ça tient à la fois le ton et l'humour que vous employez, à la fois des Monty Python, forcément de la Panthère Rose. Est-ce que c'est un humour naturel chez vous, une Nurse anglaise peut-être? Non, même si ma sœur a épousé un Anglais, donc je deviens familier de ce genre d'humour. Disons que c'est un humour qui m'est naturel, j'ai un certain sens de la répartie, mais il me faut quelques heures avant de trouver une bonne répartie. Donc c'est accompagné de beaucoup de lenteur. Mais quand on écrit des dialogues, on peut faire croire qu'ils jaillissent comme ça de la bouche des personnages dessinés. Donc et puis c'est un jeu aussi, l'humour anglais, c'est un jeu sur le décalage, sur le sous-entendu, et ça se prête bien à la bande dessinée, je crois. Hugo Pratt l'utilisait beaucoup, par exemple dans Corto Maltese, il y avait cette ironie et ce décalage, et j'avais grand plaisir à retrouver cette tonalité-là dans mes dialogues à moi. Quels sont tes choix graphiques? Les choix graphiques. Alors, comme je le mentionnais, il y a cette cette influence des illustrateurs anglo-saxons, américains. Il y avait un Tchèque aussi qui m'impressionnait beaucoup, Sasek, dans les années 50-60, ou des illustrateurs des années 40 aussi. Il y a un illustrateur anglais qui a été militaire lui-même et prisonnier de guerre, qui s'appelle Ronald Searle, qui est dont les lecteurs français connaissent le dessin parce qu'il a fait des illustrations pour Le Monde à la fin de sa vie. Il y avait beaucoup d'influences, tellement que, heureusement, au bout d'un moment, il y a tellement d'influences qu'on ne peut plus accuser de plagiat parce qu'elles se recoupent toutes. Mais je m'appuyais sur autant de ressources que possible pour me permettre de recréer Londres, de recréer
tout ça, mais de façon un peu stylisée, sans m'attarder trop sur le détail d'un uniforme ou sur le détail d'une architecture. Est-ce qu'on dit deux mots de cette jeune femme? Ah, Vera, ben oui, il faut en parler, au moins deux. Vera, elle a vraiment existé. J'ai un petit peu brodé évidemment sur sa personnalité, mais je voulais recréer dans cette chanteuse de music hall, je voulais recréer un personnage digne de ces héroïnes des années 30-40 qui étaient très très vivantes dans le cinéma américain. Il y avait des rôles féminins incarnés par exemple par Katharine Hepburn ou Marlène Dietrich qui étaient des femmes impressionnantes, on va dire. Je reprends Lili Marlène. Voilà, je reprends Lili Marlène qui est une chanson qui a elle-même une histoire liée au cinéma. Voilà, je voulais lui donner ce pétillant-là, je voulais qu'il y ait un petit côté comédie romantique aussi et lui donner une forme de modernité aussi dans son humour et dans son second degré à cette vénéneuse Vera. Non, c'était un grand plaisir de les faire dialoguer ensemble avec Niven. Merci beaucoup Jean de nous avoir consacré du temps. Bonne fin de festival. Merci, c'est moi qui vous remercie.